BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois la présidente de l'autorité des marchés financiers, Marianne Barbalayani. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça fait 2 ans que vous êtes à la tête de l'AMF. L'AMF qui du reste, fête ses 20 ans, enfin a fêté ses 20 ans. Vous avez présenté votre plan d'action 2024. C'était la fin de la semaine dernière. Beaucoup de questions à vous poser parce que on voit bien que tout est bousculé. Vous avez mené une enquête que je trouve très très intéressante. C'est l'OCDE qui révélait ça. 9% des nouveaux investisseurs, en fait, investissent dans des cryptos. En fait, plus que dans des actions. C'est ça. C'est dire que vous, votre job, il est en train de changer, en fait. Absolument. Oui, on a fait réaliser une enquête par l'OCDE avec un financement européen d'ailleurs pour mieux comprendre les nouveaux investisseurs parce que on a une stratégie d'éducation financière et pour être efficace, évidemment, il faut d'abord comprendre à qui on s'adresse et quelles sont les nouveautés effectivement. Et ça a confirmé en effet un taux de détention par les Français des cryptoactifs à hauteur de 9%. Oui, mais qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que ça change complètement, quoi. Je veux dire, c'est la première fois que ça arrive. Et au moment où il y a Binance, enfin où il se passe des tas de choses de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, ça nous dit que... et en plus, évidemment, c'est assez différencié selon les tranches d'âge, comme vous l'imaginez bien. Donc ça nous dit qu'effectivement, il y a un appétit pour l'investissement. Et d'ailleurs, on le voit aussi, puisqu'on a un retour des jeunes vers la bourse. Ça, on l'avait déjà noté l'année dernière, ça se confirme cette année. Et aussi, effectivement, avec des nouveaux supports d'investissement qui intéressent. Mais est-ce que pour vous, ça nécessite une réorganisation de l'AMF? Parce qu'on ne surveille pas, je ne sais pas moi, Total ou Vivendi comme on surveille des crypto-monnaies. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas les mêmes personnes, c'est même pas les mêmes outils. Heureusement, l'AMF est déjà assez en pointe en termes d'organisation sur les cryptos parce qu'il se trouve, comme vous le savez, que depuis la loi Pacte, la France a été précurseur en matière de réglementation sur les cryptos. Et donc, moi, j'ai une équipe qui est pas très nombreuse, mais qui fait son boulot et qui est composée de gens formidables, je le dis au passage, et qui connaissent bien le monde de la crypto parce que ça fait maintenant quelques années qu'ils sont au contact de cet écosystème, en matière de réglementation, mais aussi d'enregistrement et même d'un agrément qui a eu lieu cette année. Et on va de plus en plus aller dans cette direction. Comment est-ce que vous regardez un peu les réseaux sociaux? Parce qu'on parle des cryptos, mais il y a aussi toute la blockchain. Il y a... C'est des pages entières, c'est de nouveaux horizons entiers pour d'investissement. Oui. Comment est-ce que vous faites? Parce que là-dessus, je sais que vous avez une liste noire, il y a des sanctions qui sont prononcées, vous êtes obligé d'être extrêmement vigilant. Oui, on est extrêmement vigilant. On souhaiterait même pouvoir l'être davantage. D'ailleurs, j'ai proposé au ministre Bruno Le Maire des dispositions dans le projet de loi qu'il a annoncé sur l'attractivité pour renforcer les capacité de l'AMF d'aller justement sur les réseaux sociaux, faire ce qu'on appelle du web scrapping, c'est-à-dire tout simplement d'aller rentrer dans le détail de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Bon, d'ores et déjà, on a pas mal d'infos qui nous remontent par les épargnants, qui appellent beaucoup l'AMF. On a un service qui s'appelle Épargne Info Service qui reçoit beaucoup de plaintes, de personnes qui signalent des arnaques, etc. Et on souhaite nous-mêmes renforcer encore nos compétences. S'agissant d'ailleurs des réseaux sociaux, on a beaucoup travaillé sur la question des influenceurs déjà, qui est aussi... oui, mais une sorte de liste noire, les gens, par exemple, des influenceurs ou autres. Alors, les listes noires, pardon, si je peux me permettre, les listes noires, d'abord, j'incite tous les auditeurs, quand ils sont approchés par des acteurs financiers, à d'abord exercer leur bon sens. Je crois qu'ils le font, mais c'est pas toujours évident. Voilà, il y a les quand tentations. on vous propose des rendements extraordinaires, et d'aller regarder sur notre site les listes noires qui recensent les offres frauduleuses. C'est très important parce que malheureusement, souvent, on change une lettre dans un nom, etc. Et il y en a combien sur votre liste, sur vos listes noires? Moi, je crois qu'il n'y en avait qu'une. Visiblement, il y en a plusieurs. Non, il y en a une sur les offres et il y en a une sur les sites frauduleux, 135 qui sont identifiés cette année, qu'on a rajouté sur la liste noire. Et donc, c'est un peu une bataille permanente, parce qu'en fait, ça nécessite... Là aussi, on a une petite équipe, mais qui est très motivée et qui passe son temps à regarder sur la base des
des signalements qu'on a, mais aussi des compétences que nous avons d'ores et déjà, d'aller voir effectivement s'il y a des arnaques. Vous avez cité un chiffre intéressant tout à l'heure, je vais vous en donner un autre. Il y a 15% des Français, 15% de nos concitoyens qui disent avoir été victimes d'une arnaque financière. C'est énorme. Et chez les moins de 35 ans, c'est 35%. Donc ça, c'est notre dernier baromètre, une enquête interne. 35%, ça fait 1 sur 3, quoi. Quasi. Ouais. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'effectivement, nous, gendarmes de la bourse, protecteurs de l'épargnant, c'est notre première priorité stratégique. On a devant nous un champ immense sur lequel, effectivement, il faut qu'on se muscle et qu'on continue à être à l'écoute de ce qui se passe, qu'on comprenne les développements et qu'on soit efficace. Marianne Barbarin-Layani, vous avez fait fermer combien de sites ? Pardon ? Vous avez fait fermer combien de sites ? On a fait fermer... Par exemple, en 2023, enfin, en vous-même 2023, à une soixantaine, je crois, ou 70. Je n'ai plus exactement de chiffre en tête. Ouais. Oui. Et j'imagine que c'est exponentiel. Ben, c'est exponentiel. Alors évidemment, il faut que les procédures suivent leur cours. Hein. Nous, on est un régulateur, on est dans l'état de droit. Et donc, évidemment, ça prend un petit moment. Il faut qu'on passe par la justice dans un certain nombre de cas. Mais oui, on se bat contre ces sites frauduleux qui, effectivement, apparaissent et peuvent être des vecteurs d'arnaque très importants. On ne parle en ce début d'année 2024, là maintenant ça y est, on est en plein dedans, on ne parle que d'intelligence artificielle générative, éventuellement, je ne suis pas sûre que ça soit exactement ça pour vous, pour l'AMF. Comment est-ce que vous utilisez, j'imagine c'est un outil qui bouscule tout pour l'AMF. Oui, alors l'intelligence artificielle, on l'utilise notamment pour la surveillance des marchés, et c'est d'ailleurs un domaine dans lequel on souhaite continuer à investir, parce que ça nous fait gagner énormément en efficacité, pour identifier les éventuels abus de marché, mais aussi trier par l'intelligence artificielle ce qui est vraiment problématique et sur lequel on va ensuite pouvoir faire des enquêtes. Donc nous l'utilisons pour nous-mêmes. Nous envoyons d'ailleurs tout l'intérêt et toute la puissance, hein, très clairement. Et ensuite, c'est aussi un sujet qu'on regarde, notamment avec nos collègues au niveau international, pour les impacts potentiels sur la stabilité financière. Parce qu'on voit apparaître tout un tas de problématiques nouvelles, même si l'intelligence artificielle n'est pas entièrement nouvelle, mais il y a une accélération et donc ça peut créer des nouveaux sujets, en fait. Vous avez mis... il y a eu combien de sanctions en 2023 ? Parce que c'est l'occasion de faire déjà un peu le bilan 2023. Oui. Combien de sanctions ? On a eu 17 sanctions de la commission des sanctions, attention, qui est indépendante, hein, qui n'est pas le collège. 125 sites fermés d'ailleurs, pardon, j'ai inversé les chiffres tout à l'heure, donc je le redis, 125 sites ont été fermés 125. Cette année. Hein. Et donc, on a 17 sanctions qui ont été prononcées par la commission des sanctions. C'est plus qu'en 2022, j'ai plus le chiffre en mémoire. Hein, c'est à peu près équivalent. Le chiffre qui est un peu inférieur à 2022, c'est le montant. C'est le montant, puisqu'on doit être à peu près 35 millions d'euros cette année prononcée par la commission des sanctions. L'année dernière, c'était beaucoup plus parce qu'il y avait eu une très grosse sanction sur H2O. Voilà. Et là, on a eu des sanctions importantes aussi, mais et alors vous demandez parce que élevées, ça existe déjà en fait, c'est des transactions que vous appelez accords de composition administrative. Oui. Il faut vraiment avoir fait l'ENA comme vous pour trouver ce genre de nom. Enfin, c'est pas vous qui l'avez trouvé. Il y en a une dizaine pour un peu moins de 8 millions d'euros. Mais vous, ce que vous demandez, c'est ce que vous avez présenté vendredi, c'est qu'à la limite, c'est un peu comme le permis de conduire de Gérald Darmanin, c'est-à-dire que pour les petites, entre guillemets, des petites transactions, infractions, il y a une pénalité presque forfaitaire. Alors c'est effectivement une des demandes que nous avons formulées pour pouvoir améliorer l'efficacité de notre action. Moi, c'est mon obsession en fait. Hein. C'est-à-dire que nous sommes une entité publique, nous avons des moyens qui ne sont pas illimités et donc il faut absolument qu'on puisse renforcer en permanence l'efficacité de notre action. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas nous donner un petit peu plus de moyens, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, en effet, ce qu'on souhaite, c'est pour tous les petits manquements répétitifs qui empoisonnent la vie, type manquement aux obligations déclaratives. Nous, on a besoin d'avoir des déclarations qui soient faites en temps et en heure et qui soient fiables. On supervise par la donnée de plus en plus. La base, c'est d'avoir des données qui soient
de qualité, qui arrivent en temps et en heure et qu'on puisse exploiter. Et donc là-dessus, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse avoir ce qu'on appelle le carnet à souche, c'est-à-dire quand les déclarations le carnet à sont pas souche. faites, D'accord. voilà, Ça fait un peu maîtresse d'école. Je suis avec mon carnet à souche. On n'est pas obligé de mobiliser la commission des sanctions, etc. Une procédure qui est lourde. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas de temps en temps, mais on préfère là aussi concentrer les moyens sur les manquements les plus complexes et les plus problématiques pour le marché. Est-ce que vous avez observé des manquements? Là, il y a des très grosses affaires. Hein. On en parle toujours sur BFM Business, que ça soit Atos, que ça soit Casino ou d'autres. C'est avec des montages tellement compliqués, des rebondissements. J'imagine que vous devez quand même surveiller ça de très près. Bien entendu, on surveille. Alors j'ai parlé tout à l'heure de notre action de surveillance des marchés. Donc on a un département à l'AMF qui s'occupe de la surveillance des marchés, qui regarde effectivement à chaque fois qu'il y a des annonces qui sortent, comment évoluent les cours. Est-ce qu'il n'y a pas eu des évolutions suspectes avant? Et là, pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire. Puis en plus, chaque cas est spécifique. Est-ce que l'information financière est à la hauteur? Parce que sur Casino, on a découvert des milliards de dettes, des machins, etc. Sur Atos, il y a tellement de rebondissements qu'on y perd un peu son latin. Vous posez une question qui est un peu distincte de la surveillance des marchés, qui est la question de la fiabilité de l'information financière. Oui. Et ça, je dirais que c'est souvent un combat quotidien pour les services de l'AMF, qui ne se voient pas, donc c'est l'occasion de dire un tout petit peu ce qu'on fait et qui ne se voit pas, pour obtenir que les informations financières importantes pour les investisseurs, qui permettent aux investisseurs de se positionner. Mais vous ne voyez pas d'abus en ce moment? En temps et en heure. Oui, bien sûr. Sortent de manière claire, précise, non trompeuse et effectivement conforme à la réglementation. Et donc ça, c'est la partie de supervision quotidienne que l'on a, d'action quotidienne que l'on a. Je sais bien que vous ne pouvez pas rentrer dans des cas précis, mais ce qu'on peut dire, c'est globalement, vous estimez que les sociétés publient des informations financières suffisantes? Globalement, oui. D'accord. Si ça n'est pas le cas, on rentre dans une autre mission de l'AMF, qui est une enquête qui peut aboutir. Alors, est-ce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes? Une éventuelle sanction. Alors, vous savez très bien que je ne peux pas vous parler de nos enquêtes. Il y a en permanence des enquêtes en cours. Ce qui est très frustrant. Il y en a combien en cours? Là, vous pouvez me dire sans donner des noms propres. Je ne vous le dirai pas spécifiquement. Ce que je voulais dire, c'est Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Qu'avant quoi? Je sais pas, en 2023, début 2023, il y a un an. On a toujours à peu près le même stock d'enquêtes en cours. Ce qui est certain, et ça, je pense que c'est un point important, c'est que le temps de l'enquête est long. Et le temps de la sanction qui peut venir après l'enquête est encore plus long. On l'a vu sur Vivendi. Vous l'avez vu récemment dans le dossier Rallye, où la sanction qui a été prononcée par la commission des sanctions sanctionner des faits liés justement à l'information financière qui remontaient à 2018. Bon. Là aussi, je connais le caractère un peu frustrant de ces délais, mais c'est normal. On est dans un état de droit, il y a du contradictoire. Une enquête, ça se fait de manière approfondie et donc il faut du temps. On peut dire un mot sur Atos ou pas? Non. Alors, je ne commande jamais les dossiers particuliers. Par ailleurs, sur Atos, pour des raisons d'homonymie que tout le monde comprendra, je me suis déportée du dossier pour éviter tout risque sur la réputation de l'institution dont j'ai la charge. Oui, mais chapeau à vous. Non, c'est parce qu'effectivement, un des actionnaires et un des protagonistes dans l'affaire Atos s'appelle Layani, mais n'a rien à voir avec vous. Non. Mais vous êtes déporté pour éviter des confusions. Voilà. C'est bien de le dire. En tous les cas, c'est bien. Merci. Comment renforcer l'attractivité de la place de Paris, première place de l'Union européenne, mais il y a encore, d'abord, il faut garder cette position, et puis deux, il y a la City, il y a une grande ambition, en tous les cas, ambition voulue par Emmanuel Macron, et donc par Bruno Le Maire. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors peut-être deux choses là-dessus. Pourquoi renforcer l'attractivité de la place de Paris et quel est le rôle de l'AMF? Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons besoin, pour financer l'économie, pour bien financer les entreprises, pour financer la transition énergétique notamment, nous avons besoin de fonds considérables. Et donc, il est très important que nous ayons des circuits de financement
qui fonctionne bien, qui soit intègre, et je vais venir au rôle de l'AMF, et qui apporte l'argent au bon endroit, là où on en a besoin. Alors maintenant, pourquoi l'AMF s'en préoccupe et comment ? Eh bien, nous nous en préoccupons par l'exigence. C'est-à-dire que pour l'AMF, notre contribution à l'attractivité, c'est d'être un régulateur exigeant. C'est même la première orientation de notre plan stratégique. Je n'invente rien. C'est ce que nous disent les acteurs financiers qui font le choix de venir à Paris ou de se développer à Paris. La compétence et l'exigence du régulateur, ce sont des facteurs de compétitivité. D'accord. Il y a 2 points importants. Il nous reste moins de 2 minutes. C'est le greenwashing. Je crois que ça, c'est une de vos priorités parce que Paris se veut être à la place de la finance durable. Le greenwashing, ça, pour vous, c'est très dangereux. Paris est en première place sur plein de sujets. Moi, j'ai souhaité qu'effectivement, on continue à avancer fortement et qu'on se fixe des objectifs très ambitieux en matière de finances durables. Oui. Et donc, évidemment, il faut pour cela que ce qui est vendu comme vert soit vraiment vert. Oui. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour développer aujourd'hui, mais là aussi, c'est une de nos priorités. Premièrement, on est, grâce à l'Europe, de plus en plus avec des textes qui disent très clairement comment est-ce qu'on va juger du caractère vert ou pas d'un investissement, d'un plan de transition, etc. Ce qui nous donne, nous, de plus en plus de possibilités d'aller voir, effectivement, de manière très précise, si ce qui a été annoncé est exact. Et c'est de l'information qui est exacte, là aussi, et non trompeuse que nous recherchons. Il y a un gros enjeu aussi, ça s'appelle l'AMLA. C'est l'autorité en fait anti-blanchiment. Donc là, il y a un peu des bras de fer dans tous les sens au sein de l'Union européenne ou de la zone euro, tiens, du reste. C'est Union européenne ou c'est zone euro ? C'est Union européenne. Union européenne. Et alors, donc c'est anti-blanchiment. Savoir si cette grande autorité va être basée à Paris ou pas. Écoutez, j'ai, comme vous l'avez dit, fait mes vœux à la place et j'ai souhaité que dans l'attractivité exigeante qui est notre motus, effectivement, j'ai souhaité que, avec tout l'engagement possible, ce soit effectivement à Paris que se situe cette autorité. La lutte anti-blanchiment, c'est fondamental. Ah, c'est 50-50, c'est qui notre concurrent ? C'est basé où ? Il y a beaucoup de concurrents, mais ça, non, mais il y a une vraie probabilité que ça se passe ? J'espère que ça pourra se faire à Paris. Je pense que Paris a un vrai atout qui est justement, d'abord, dans ce domaine-là, l'ancienneté de l'engagement. Il faut se souvenir du sommet de l'Arche. C'est là qu'a été imaginé le GAFI, etc. Et deuxièmement, cet objectif fondamental de l'ensemble des pouvoirs publics et du régulateur que nous sommes, nous, de nous battre pour une place intègre. Et ça fait partie, effectivement, la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, ça en fait partie. Oui. Merci. Puis surtout, on est la première place financière de l'Union européenne. Allez, il faut le dire, ça nous fait du bien. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marianne Barbalayani, présidente de l'autorité des marchés financiers.